Pour ces petits hauts et bas de la vie, il est bon d'avoir la solution qui colle au problème. Il est donc bon d'avoir toujours à portée de la main la colle super rapide et super puissante Crazy Glue. Elle colle pratiquement tout en quelques secondes, sans mélange ni dégâts. Alors la prochaine fois que vous aurez un de ces petits problèmes, fiez-vous à la super solution Crazy Glue offerte en 7 versions, y compris de nouveaux protège-peau avec adhérence à la peau retardée. Crazy Glue, on vend partout. Vénus! Vénus, je le sais que t'es là! Viens ouvrir, s'il te plaît! Vénus! Vénus! Quoi? Est-il arrivé quelque chose? Ça fait 15 jours que je téléphone, elle répond pas. Ça fait 10 minutes que je sonne, que je frappe, elle vient pas ouvrir. Regardez, elle a mis sa maison. Qu'est-il arrivé à Vénus? Pourquoi ses amies sont-elles inquiètes? Voyez Graffiti, mardi 21h, à Radio-Québec. Vénus, je le sais que t'es là! Oui, mais arrête, là, Sophia. À Vivement Dimanche, une création visuelle saisissante. Du Bartok avec l'OSM et Charles Dutoit. Daniel Bombardier reçoit Marie-Claire Blais et Alain Lefebvre. Puis, voyez l'ange de la musique avec Lothaire Bluteau dans le rôle d'un musicologue qui pousse un vieux musicien reclus à renouer avec son art et avec la vie. Vivement Dimanche, dimanche 20h à Radio-Québec. Mardi soir, 23h, une jeune fille et... Martine? Et c'est ma fille. Père, je suis ici. Je m'en vais à mon scooter. Toute seule, le soir? Ben oui. Non, chez mon Liberty. Mais vous savez, c'est qu'une affaire de fou la minute, ça. Mais non, pas. Celui-là, il me coûte pas un sou les soirs puis la fin de semaine. Avec le Liberty de Belle Mobilité, vos appels ne coûtent pas un sou tous les soirs de la semaine et les week-ends. Quand je veux sortir le soir? Je sors pas. Quand je veux partir la fin de semaine? Je sors pas. Papa. Papa. Ce pays, affublé du nom pas très poétique de centre du Québec, a toujours été tiraillé entre Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec et Montréal. Et on le voit comme une espèce de no man's land sur le plan d'identité. En fait, c'est un petit peu compliqué. Le centre du Québec, c'est aussi les Bois-Francs, mais pas partout. Victoriaville, c'est dans les Bois-Francs, mais Drummondville... Lorsqu'on se demande quelle est la véritable identité culturelle de ce pays en quatre, la réponse ne vient pas toute seule. Les Abénaquis habitaient plutôt la côte est. Ça, c'était le territoire traditionnel plus fixe. Et puis où il y avait des rencontres entre les Abénaquis. Mais ensuite, les Abénaquis se partageaient sur le territoire par la rivière Kennebec, la rivière Chaudière, la rivière Bécancour, la rivière Saint-François. Puis là, ils entraient à l'intérieur des terres. Puis, bien entendu, il y avait le bois franc, il y avait le frêne qui était si précieux pour les Abénaquis pour la fabrication de la vannerie, la fabrication des raquettes, la fabrication des canots. Donc, tout ce bois-là, qui était deux sortes différentes, le franc-frêne et puis le frêne à bouquet, qui servait pour la vannerie, était... Bon, il y en avait plein sur le territoire parce que c'était les terres humides qui laissaient justement pousser cette espèce d'arbre-là qui était nécessaire aux Abénaquis. Au printemps, on entrait dans les bois francs, on entrait dans la partie où justement où il y avait l'érable, où on recueillait l'eau pour en faire le sucre. Et c'est d'ailleurs les Abénaquis qui, encore aujourd'hui, ont le crédit d'avoir enseigné aux colons à tirer l'eau d'érable pour en faire le sirop. Alors, ce que vous voyez dans la région, c'est les seigneuries de la rive sud du fleuve, là, entre autres la seigneurie de Nicolette, qui est déjà toute bien installée, avec une communauté de 200 ou 300 habitants, qui fonctionne bien, et qui a devant elle, si elle regarde vers le sud, qui a devant elle des terres complètement en friche, où il n'y a strictement rien. En 1803, il n'y avait rien. On allait vers l'inconnu, carrément vers l'inconnu. Frédéric-Georges Hériotte était un militaire qui avait participé à la guerre de 1812 et qui s'était illustré à la guerre de 1812, cette guerre où les Américains ont tenté d'envahir le Canada. Une fois la guerre terminée, en guise de récompense, le gouvernement anglais
a attribué des terres à des militaires, mais a attribué à Hériot la mission bien spéciale d'aller fonder un établissement sur la rivière Saint-François. En avril 1815, Hériot est arrivé ici avec des compagnons soldats et a remonté la rivière. D'autres sont venus par les terres le long du cours d'eau, remonté la rivière et s'est arrêté dans le canton de Grantham, précisément là où est le centre-ville de Drummondville actuellement, c'est-à-dire là où il y avait des rapides. Et Hériot, donc, est venu fonder ici son établissement, qu'il a baptisé très tôt Drummondville. Drummondville, bien sûr, qui tire son nom du représentant du gouverneur général, qui était Gordon Drummond. Et c'est comme ça que la petite communauté va commencer. Communauté, donc, établie à partir de militaires, surtout, qui avaient combattu avec Hériot, anglophones, surtout, à 98%, et quelques compagnons militaires francophones. Les dirigeants anglais arrivés ici ont voulu se rappeler leur pays d'origine. Alors, ils ont pris tout le nom des cantons qu'ils ont fait en Angleterre, puis ils ont tout simplement transféré au Canada de façon globale. Et on retrouve un Wendover en Angleterre, comme on retrouve un Grantham, comme on retrouve un Hopton, comme on retrouve un Acton. Tout ça se retrouve en Angleterre. Quand vous regardez la carte anglaise des cantons, vous avez exactement le même nom. L'Église catholique, très tôt, va envoyer des missionnaires dans la région. Drummondville sera fondé en 1815 et dès les premiers mois, on a un missionnaire qui s'appelle Jean Rimbaud, qui est le supérieur du séminaire de Nicolette et le curé de Nicolette, que l'évêque va envoyer ici dans le but d'évangéliser. Et c'est Jean Rimbaud qui, le premier, va installer ici une église éventuellement. Et puis, bon, pendant que les Anglais, de leur côté, faisaient la même chose, bien sûr. Mais les Canadiens français ayant accepté des terres dans le coin de Drummondville ont été plus rares au début. Pour une simple raison, c'est qu'il y avait déjà des familles dans les seigneuries. Et les seigneuries, à ce moment-là, n'étaient pas terminées de développer. Alors, ils pouvaient s'établir à prix avantageux sur ce qu'on appelle les terres limitrophes entre les seigneuries et les cantons. Il y a eu beaucoup de polémiques en 1815 parce qu'Hériot était réellement le propriétaire d'à peu près toute la région. Le curé Jean Rimbaud le répète lui-même. Après Hériot, Drummond n'est rien. En ce sens qu'Hériot détenait à titre personnel plus de 12 000 hectares de terre. Les postes de prestige étaient réservés aux anglophones. C'est qu'on n'était pas d'accord pour que les francophones aient des postes de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils puissent ramasser des argents supplémentaires venant du gouvernement. Les francophones devaient être d'excellents serviteurs. Ils étaient là avant tout comme bûcherons. Et ils étaient là pour débuter l'exploitation. Ça prenait des bras et les Canadiens français ont fourni les bras. C'est à partir de 1825 que là, on voit une arrivée de plus en plus considérable de francophones qui venaient de la baie du Fèvre, qui venaient de Nicolette, qui venaient de Yamaska et qui venaient s'installer ici. Les Canadiens français établis dans les townships au 19e siècle vivaient à peu près de toute la même façon. Les 2 premières années, ils se défrichaient une petite partie de terrain, ils avaient localisé une terre. Et après avoir localisé la terre qui les intéressait, il fallait qu'ils s'assurent une subsistance supplémentaire. Donc là, il y avait 2 choix. Soit y aller par contrat, ils abattaient les bio sur leur ferme, et ces bio-là étaient vendus à des contracteurs. Ou bien encore, ils s'engageaient directement 6 mois par année pour des contracteurs, ce qu'on appelle des choppeurs de bois. Et là, ils travaillaient durant toute la saison morte à faire ça, puis durant l'été, bien, ils développaient graduellement leurs choses. À la 4e année, la famille arrivait, puis là, on construisait une maison, véritablement une maison, là, une pièce sur pièce, normalement. Et puis là, on s'intéressait à la terre. Les Bois-Francs étaient colonisés par des gens des seigneuries les Béquets, de Bécancour, c'est toute la région, Gentilly. Et comme c'était des Français qui vivaient ici, ils avaient leurs coutumes françaises, alors on divisait la terre en héritage, on la divisait en autant de personnes qui avaient d'enfants, contrairement aux Anglais qui ont plutôt tendance à tout léguer aux mêmes, ce qui fait que les domaines demeurent beaucoup plus intacts. Alors ce qui fait que toutes les seigneuries du régime français, à un moment donné, sont devenues sursaturées.
On est rendu à la fin du 18e siècle, début du 19e. Alors, les gens avaient le choix où s'en aller aux États-Unis ou se trouver des terres nouvelles ailleurs. Et comme, durant l'hiver, souvent les gens venaient chasser dans la région, on la connaissait. Et on savait que l'autre bord de la savane, on arrive avec des arbres autrement plus intéressants. Et ce sont les essences de bois franc, de l'érable notamment, parce que la région est réputée pour les érables. Merisier, hêtre, frêne, et le reste, le reste. Alors, on avait beaucoup moins de ces branchages de savane. On s'en allait dans les bois francs. Le premier colon des bois francs arrive en 1825. Charles-Léon, c'est un type qui part justement d'une des seigneuries du bord du fleuve pour venir s'établir à Saint-Louis-de-Blandford, en suivant la rivière Bécancour ou en pointant dans les terres. Et la rivière Bécancour passe dans la savane. Alors, il s'est établi quand même très près de la rivière, où les terres étaient quand même assez bonnes. Mais c'est devenu rapidement un relais, parce que les gens qui ont suivi le mouvement à la longue arrêtaient dans le coin de Saint-Louis-de-Blandford, mais poursuivaient leur marche vers Princeville, où les terres étaient autrement meilleures qu'à Saint-Louis. Alors, à un moment donné, les gens se sont établis, tranquillement pas vite, dans des campements. Et là, il a fallu nommer un missionnaire pour s'occuper des mariages, des funérailles, tout ça. Et Monseigneur Sinaï nomme Denis Marcoux. Et il lui dit, je vous nomme missionnaire de cette région qu'on appelle les Bois-Francs. Alors, c'était déjà dans la tradition d'appeler ça comme ça. Mais c'est la première mention écrite qu'on trouve, ça. Les cantons étaient généralement une espèce de réserve dont le gouvernement se servait pour soit offrir des cadeaux à des amis du gouvernement, ou encore, au lieu de payer les militaires, on leur offrait des terres. Le canton d'Arthabasca a été donné à peu près le tiers à un type qui s'appelle John Gregory, qui avait des parts dans les compagnies de la baie du Son, puis bon, c'est un homme d'affaires. Alors, ce type-là est probablement jamais venu ici. Mais les colons qui traversaient la savane, qui se cherchaient des nouvelles terres, se sont établis, point final, sans plus penser plus loin que ça. C'est à la longue, quand souvent ces terres-là tombaient dans l'héritage, quand les grands propriétaires mouraient, souvent les héritiers essayaient d'avoir une évaluation de ça. Et c'est là que les notaires se pointaient ici et là pour aller voir de quoi ça avait l'air. Et on rencontrait des gens établis depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec maisons, terres en déboisées, il y avait la ferme. Et là, on exigeait de ces colons-là de payer la terre à la valeur où elle était rendue. Ce qui fait que personne n'avait les moyens, ou la plupart. À Arthabasca, quand on regarde la géographie, les emplacements, l'environnement, on voit deux rues qui se croisent. En fait, elles forment un L. À une extrémité, il y a l'église, et il y a très peu de choses qui dépassent ça. À vrai dire, il n'y a rien. Et dans l'autre extrémité du L, il y a le palais de justice. Et toute la vie intellectuelle se passe entre ces deux points-là, avec un centre qui est juste au coin du L, qui est le gros magasin général. Alors, vous aviez tous les bureaux d'avocats, les médecins, les notaires, ils étaient tous établis dans ce L-là. Alors, il y a tout ce noyau de juges, avocats, médecins, notaires, qui vont commencer à fabriquer une vie très, très différente du milieu. Et c'est amusant parce que le curé Suzard, il arrive ici en 1851. Et très tôt, le curé Suzard va écrire à Arthabasca, il y a deux mondes, les maîtres et les valets. Ça traduit vraiment l'esprit de l'époque. Alors, quand le curé Suzard s'amène, c'est un type qui a des idées de grandeur, qui est décidé à organiser quand même de grandes choses pour Arthabasca. D'ailleurs, quand on regarde l'église, on se rend compte un peu des idées de l'époque. Il faut penser que ça a été construit pour une population d'à peu près 200 personnes, ça, là, à l'origine. Le grand moteur, ce sera l'arrivée du chemin de fer. Le Grand Tronc, qui est à Saint-Hyacinthe en 1848, à Actonville en 1850, à Richmond et à Sherbrooke en 1852-54. Ensuite se greffe, à partir de Richmond, l'embranchement qui va se rendre jusque vers Lévis et qui passe par Arthabasca et les Bois-Francs.
Victoriaville va naître par un accident de parcours. C'est qu'en 1854, la Compagnie du Grand Tronc trace la ligne de chemin de fer entre Richemont et Rivière-du-Loup. Mais on pensait qu'à l'origine, que ça passerait plus près d'Arthabasca. Mais quand on regarde la topographie du terrain, Arthabasca est situé au haut d'une montagne. Et ça aurait été très difficile de faire passer la ligne. La ligne a passé dans ce qui est aujourd'hui le centre de Victoriaville. Alors, ils vont faire une gare. Ça va s'appeler Arthabasca Station. Et tranquillement, pas vite, les gens d'Arthabasca qui avaient des commerces vont déménager tout près de la gare. C'est beaucoup plus pratique pour eux. Leurs entrepôts sont là, leurs usines sont là. Et en plus, les gens qui viennent soit pour acheter ou pour visiter des usines disent, ben, coudonc, je vais loger à Victoriaville, c'est près. Alors, les hôtels s'érigent tout près de la gare. À un moment donné, on avait 6 hôtels près de la gare de Victoriaville. Tellement qu'en 1861, on a dit, bien, pourquoi s'appeler Arthabasca Station? Fondons une ville nouvelle, ça s'appellera Victoriaville. Pour honorer la reine Victoria d'Angleterre, qui, à ce moment-là, fêtait son 25e anniversaire d'accession au trône. Quand Laurier vient s'installer ici, en fait, c'est purement accidentel. Laurier a des problèmes de santé. Et le médecin, il est à Montréal dans ce temps-là, le médecin lui conseille d'aller dans un pays où il y a des montagnes, où l'air est plus pur qu'à la ville. Il va s'installer à Victoriaville, où il va essayer de mettre sur pied un journal, mais justement, Curé Suzard est là. Alors l'Union, qui est le journal du Curé Suzard, va le mettre à terre, ce sera pas long. Alors Laurier décide de s'intégrer dans ce groupe-là plutôt que de le combattre. Alors il va s'insérer dans cette société, déménage à Arthabasca, s'installe là, et après plusieurs élections qui fonctionnent plus ou moins bien, va finir par devenir premier ministre du Canada. Côtoyer le premier ministre du Canada, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Ce qui fait que Arthabasca, qu'on le veuille ou non, ça a été pendant 10-15 ans la capitale mondaine au Canada. C'était là qu'on rencontrait les beaux esprits. Les gens venaient rencontrer Laurier. Laurier passait généralement sur les vacances ici, il passait l'été. Alors, beaucoup d'écrivains, de juges, bon, des gens haut placés qui venaient passer quelques jours chez Laurier. Au début du siècle, en 1910, il y avait à peu près 1000 personnes qui travaillaient à Victoriaville, et là-dessus, il y en avait tout près de 500 qui étaient dans les industries du meuble. On fabriquait des tables en chêne, on fabriquait des matelas, on fabriquait des lits, des chaises, des couchettes d'enfants. On fabriquait en dernier beaucoup de meubles d'Orotin. C'était la mode en Angleterre. On fabriquait, en fait, tout ce qu'il faut pour meubler une maison. Puis ils travaillaient tous pour M. Tourigny, qui était le maire de la ville, qui était le député du comté. Il était ensuite conseiller législatif. Il contrôlait la ville au point de vue industriel. Et si l'industrie ne lui appartenait pas, il avait de bonnes parts. Et en plus, il était membre du conseil d'administration de toutes les usines. Et il avait formé un genre de cartel qu'on appelait le Big Four. Et le Big Four exportait ses meubles partout dans le Canada. 40% de la production, à un moment donné, était écoulée en Colombie-Britannique. Et on faisait des tarifs spéciaux pour quelqu'un qui achetait un wagon complet. Alors ça partait là, à toutes les semaines. Il y avait des wagons entiers qui partaient. Victoriaville va devenir, vers 1910-1913, la capitale québécoise du meuble. Elle va vivre du meuble et pendant jusqu'en 1980. On a encore ce titre-là. De 1919 à 1926, c'est là qu'arrivent tous les grands complexes industriels de Drummondville. On parle d'entreprises reliées au textile, ça va de soi, mais qui emploient 1000, 2000, 3000 personnes. C'est vraiment là, le genre d'industrie
qu'on n'avait jamais vu, puis qu'on ne verra jamais, c'est certain, un si grand nombre d'employés. J'ai vu arriver la Célanise, j'ai vu ce boom extraordinaire de l'industrie textile. Et j'ai vu les gens partir de la campagne et devenir des ouvriers. Des gens qui avaient toujours vécu sur la terre, qui avaient cultivé, qui avaient fait de l'élevage et qui maintenant devenaient des employés de 7 heures du matin à 6 heures le soir. La Célanise avait une particularité, c'est que nous, on appelait ça de la soie artificielle. Nous avions connu avant l'usine Louis Rossel qui faisait de la pure soie. Les bas, la Butterfly, qui faisait des bas en pure soie. Et là, on nous arrivait avec quelque chose de complètement nouveau, la soie artificielle. Alors, on avait une impression qu'on devenait très moderne à Drummondville. La ville de Drummondville n'a pas tellement souffert de la crise. Le problème que nous avions à ce moment-là, c'était que les usines de textile ont été protégées du temps du gouvernement Bennett contre en fait, les importations. Et tout le monde partait de partout dans la province pour venir à Drummondville pour travailler à la Sainte-Célanise. À un moment donné, Célanise, ici, produisait presque 50% de tout le tissu qui se vendait au Canada. Donc, Drummondville, c'est la capitale du textile. Et on peut dire que même ça a été florissant, je dirais, de 1920 jusqu'à 1950, parce que on sait qu'en 1949, Drummondville était la 3e ville industrielle au Québec, mais après Montréal et Québec. Alors, elle était la 3e ville industrielle au terme du nombre d'employés qu'il y avait. Après la guerre, on commençait déjà à prévoir la mondialisation du commerce et on a fait tomber, on a laissé tomber complètement, en grande partie, les barrières tarifaires, de sorte que l'industrie textile canadienne n'a absolument pas pu résister. C'est l'autoroute 20 qui, au 20e siècle, va vraiment désenclaver Drummondville, c'est-à-dire va vraiment permettre à Drummondville d'être relié plus facilement aux grands centres que sont Montréal et Québec. Victoriaville, c'est que le meuble va continuer, mais va apparaître aussi toutes sortes de nouvelles usines, notamment dans le domaine de la métallurgie, dans le domaine du lait, comme Lactantia. À partir de 280 actionnaires locaux, va devenir une très grosse entreprise dans le domaine de transformation du lait. On fait partie de la région, on fait partie du territoire. Je ne dis pas que le territoire nous appartient, je dis qu'on appartient au territoire. Et puis, je pense qu'on est là pour rester. C'est le premier anniversaire d'Intermax. Déjà 2 millions de clients ont économisé plus de 215 millions de dollars. Et tout ça, grâce à moi. Grâce à qui? Grâce à moi. Ben non. Plus de 2 millions de clients profitent du plan d'économie Intermax. Appelez-nous pour en faire autant. Grâce à qui? À toi. À ça. À vous. Tu veux t'amuser, apprendre, découvrir? Tu aimes les surprises, les courses au trésor et tu adores répondre à des questions? Alors vite, suis Martin. Notre ami l'écureuil nous propose un jeu de devinettes mathématiques. Combien y a-t-il de jujubes dans le bocal? Vous avez 3 minutes pour trouver le nombre exact. 120? Plus haut. Regarde, as-tu vu ça? Mercredi, jeudi et vendredi, 17h à Radio-Québec. Tous ces jeunes ont le sourire parce qu'aujourd'hui, on espère découvrir... Mais où se cache... Bonjour! Bonjour! Et bienvenue à l'agence Interglobe! Entre dans le jeu. Teste tes connaissances en géographie. Regarde, mais où se cache Carmen Sandiego? Lundi, mardi et mercredi, 17h30 à Radio-Québec. Événement au foyer Eaton, pas de TPS. Où t'as trouvé ça?
D'où vient ce sofa? D'où vient ce fauteuil? Oh, dis-le-moi. Où t'as trouvé ça? Pas de TPS sur les meubles, les gros électroménagers, les appareils électroniques et autres. De plus, nous égalerons le prix d'un article annoncé à plus bas prix ailleurs. Où t'as trouvé ça? On veut être votre magasin. Événement au foyer Eaton, pas de TPS, jusqu'au 8 octobre. Ça se voit à l'œil nu, le centre du Québec, c'est 4 régions en une. Après la conquête, ce pays a littéralement été donné aux militaires anglais. Et beaucoup n'en voulaient pas. Il faut dire que c'était bien marécageux. Alors, petit à petit, les Français en ont pris possession, en s'y installant, simplement. En fait, ils étaient squatters. Et ce pays n'est pas bien vieux. Comparé à la France ou à l'Angleterre, c'est même toute une jeunesse. Pourtant, son histoire